Bonjour, chers amis. Nous assistons en Afrique depuis quelques années à des tentatives de révision constitutionnelle. Le but, nous dit-on souvent, c'est de créer de meilleures conditions pour améliorer la gestion de nos affaires publiques. Malheureusement, de ma position de chercheur en sciences politiques et de spécialiste en études stratégiques, je ne peux m'empêcher de conclure que ces réformes sont généralement trop superficielles. Elles ne vont donc pas en profondeur. Aussi, ces réformes sont souvent laissées au seul compte des juristes, des spécialistes de droit, alors que les questions de réforme politique doivent aller au-delà du simple droit et doivent donc inclure des spécialistes de divers domaines. Alors aujourd'hui, je viens vous proposer un modèle, ou je viens vous parler, je dirais, d'un modèle que j'appelle Concentratie, que j'ai élaboré, conçu et publié en 2016. Ce modèle, le but est de créer les conditions institutionnelles pouvant favoriser de façon durable une gouvernance humaniste, inclusive, performante et souverainiste dans les pays africains. Le modèle s'articule autour de 5 piliers majeurs. Le premier pilier de Concentratie, c'est l'adoption d'un agenda national de priorité de gouvernance publique. En Afrique, presque tout est à refaire, mais tout ne peut être prioritaire. Il est donc important de définir les grands axes prioritaires de la gouvernance publique et ces priorités devraient s'imposer à tous les gouvernements successifs sur une longue durée. Le deuxième pilier de Concentratie, c'est l'adoption de lois favorisant l'émergence de partis politiques inclusifs et d'envergure nationale. Cela peut se faire à travers une simple règle électorale, notamment l'institution ou l'institutionnalisation d'une élection législative à 2 tours. N'irait au second tour que les partis ayant obtenu au premier tour des sièges dans les plus grandes localités du pays, les grandes régions, je dirais, du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le troisième pilier de Concentratie, c'est l'adoption de règles électorales pouvant favoriser l'émergence d'un système à parti dominant. Il ne s'agit pas d'un système à parti unique, il s'agit d'un système où plusieurs partis compétissent, plusieurs partis sont représentés, mais un parti a la possibilité d'obtenir une majorité de gouvernance pour éviter les marchandages à fond de corruption. Cela peut s'obtenir aussi à travers l'introduction d'une règle simple dans les règles électorales, à savoir qu'au premier tour des élections, on utiliserait le système proportionnel pour la répartition des sièges pour garantir que plusieurs partis sont représentés. Et au second tour, on utiliserait le système majoritaire dans la répartition pour garantir que la majorité des sièges puisse aller à un camp. Le quatrième pilier, c'est l'adoption d'un régime parlementaire à la place des régimes présidentiels et semi-présidentiels que nous avons adoptés depuis toujours. J'ai fait des recherches sur l'historique des régimes présidentiels en Afrique. Ce n'est pas à notre faveur. Quand vous regardez depuis 1960 ou depuis nos indépendances, à 90%, les pays africains adoptent un régime présidentiel ou semi-présidentiel, c'est-à-dire un régime d'hommes forts. Comparé à l'Europe qui a colonisé l'Afrique, aujourd'hui, 75% des pays européens ont un régime parlementaire. Il n'y a que à peine 25% des pays européens qui ont un régime présidentiel ou semi-présidentiel, alors que du côté de l'Afrique, c'est à peine 10% des pays africains qui ont un régime parlementaire. Alors, donc, si vous faites le point, vous verrez que il est important que nous puissions changer de paradigme à ce niveau. Regardez le Botswana, regardez l'Afrique du Sud, regardez l'Éthiopie, regardez l'île Maurice, le Cap-Vert. Ce sont des pays qui ont des régimes similaires, soit parlementaires ou similaires au régime parlementaire, où le président n'est pas élu directement à travers un suffrage universel direct, mais plutôt indirectement. Et ces pays que j'ai cités n'ont jamais connu de coup d'État, ils n'ont jamais connu de guerre civile. En tout cas, l'Éthiopie
le seul pays à avoir connu une instabilité des coups d'État, ne l'a jamais connue depuis qu'elle a adopté le régime parlementaire. Et le Cap-Vert, l'île Maurice, l'Afrique du Sud, le Botswana, vous pouvez juger de vous-même. Le dernier pilier, c'est l'instauration d'un organe suprême de régulation de la politique et de l'administration publique dont les membres auraient un mandat à long terme. Ce pilier, c'est le plus important de Consancratie. Nous avons besoin dans nos systèmes d'un arbitre qui soit au-dessus de la politique. Nous avons besoin d'un arbitre lorsqu'il y a des crises politiques qui soit au-dessus de la politique. Et nous avons aussi surtout besoin d'un arbitre qui puisse approuver les nominations et les limogeages des hauts responsables des organes publics par le chef de l'exécutif. Nous ne pouvons avoir des systèmes où une seule personne a le pouvoir de nommer à elle toute seule, sans le consentement de quelqu'un d'autre, ou de limoger aussi, sans le consentement de quelqu'un d'autre, des milliers de responsables de l'administration publique. Il faut donc arriver à créer ce système où le limogeage et la nomination de hauts responsables d'organes publics serait l'objet d'un consensus entre le chef de l'exécutif et les membres de l'organe suprême de régulation. Alors, à présent, vous vous demandez certainement, mais comment pourrait-on mettre en œuvre Consancratie? C'est tout simple. Consancratie peut être mise en œuvre dans divers contextes en fonction du contexte de chaque pays. Il y a des pays en Afrique qui ont connu des coups d'État récemment et qui sont à la recherche de solutions. Donc, dans la transition politique, Consancratie peut être mise en œuvre. Ou alors, les autres pays peuvent aussi, dans le cadre de projets électoraux, adopter Consancratie si des candidats arrivent à gagner des élections en faisant la promesse de mettre en œuvre Consancratie, ils peuvent mettre en œuvre Consancratie. L'important, c'est que le modèle soit mis en œuvre à travers un consensus national. Donc, je vais vous décrire 4 phases qui constituent le processus de mise en œuvre du modèle Consancratie. La première phase, c'est la consultation d'experts, praticiens et chercheurs dans les domaines clés de la vie publique, l'économie, l'éducation, la sécurité, et j'en passe, la santé, et j'en passe. Tous ces domaines font face à des problèmes qui méritent un examen scientifique rationnel, approfondi. Et donc, il faut mettre ensemble des chercheurs et les praticiens du domaine pour réfléchir ensemble à faire un diagnostic rationnel des causes du problème en fonction du contexte local et ensuite faire des recommandations pour faire des réformes. Le deuxième, pour la deuxième phase, je dirais, donc de la mise en œuvre, serait un dialogue national impliquant les corps professionnels et les communautés à la base. Donc, les propositions faites par les experts seraient examinées, vulgarisées et débattues par les communautés à la base, mais aussi par les organes professionnels ou les corps professionnels en fonction de chaque domaine précité. Et donc, à travers ce dialogue, l'objectif, c'est d'obtenir un consensus général sur les priorités de gouvernance en fonction de chaque secteur et ensuite décider de comment le financement de ces priorités serait mis en œuvre. La troisième phase serait donc une conférence nationale. Donc, comme vous observez, nous partons du bas et nous montons progressivement vers le niveau national. Donc, après le dialogue national généralisé, qui inclut les communautés à la base et les corps professionnels, on passerait donc, disons, à la conférence nationale qui regrouperait les délégués des corps professionnels et les délégués des communautés à la base. Et ensemble, les représentants à cette conférence nationale pourront retenir de façon définitive les réformes à mettre en place et ensuite désigner les membres de l'organe suprême de régulation. Comme je l'ai dit, c'est l'organe le plus important. Le mandat des membres de ces organes serait très long, nettement au-delà donc des mandats politiques. Ensuite, la dernière phase de la mise en œuvre de Consancratie serait l'organisation d'un référendum et d'élections générales pour que le peuple puisse valider les décisions de la conférence nationale, mettre en place un nouveau système à travers les élections
et mettre en place ou élire les nouveaux dirigeants du système ou de l'ère consancratie. Voilà les différentes phases de mise en œuvre. Comme j'ai dit, le plus important, c'est le consensus. C'est le plus important. Et si vous voulez avoir plus d'informations, j'ai écrit un livre sur le sujet, publié, comme je l'ai dit, en 2016, d'accord, et disponible gratuitement en ligne que vous pouvez télécharger. Il suffit seulement d'aller sur Google, taper Consancratie Juste Caudio. Je suis sûr que vous aurez accès à un lien gratuit, en accès libre. J'ai écrit aussi un article de 17 pages seulement sur le modèle Consancratie et qui explique de fond en comble tout ce que je viens de vous décrire. Vous pouvez télécharger aussi l'article sur mes pages ou alors tout simplement quand vous tapez mon nom, Consancratie, je suis sûr que vous trouverez des propositions pour l'article. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux et ce serait un plaisir de débattre de ce modèle. Merci et à très bientôt.